Et alors qu'on attend la présentation du budget fédéral dans les prochaines semaines à Ottawa, est-ce que le Canada devrait augmenter ses dépenses militaires? Et si oui, est-ce que ce doit être à la hauteur de 2 % du PIB canadien, comme le demande l'OTAN? J'en discute avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandayan. Pour les conservateurs, Pierre Paulus. Pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Actuellement, le Canada consacre 1,4 % de son PIB en dépenses militaires, mais comme le disait la ministre Joly, la réalité géopolitique a changé avec l'invasion en Ukraine. Est-ce que le Canada doit augmenter ses dépenses militaires? Et si oui, est-ce que ce doit aller jusqu'à 2 % du PIB, comme le demande l'OTAN? Alors, Pierre Paulus, vous êtes un ancien militaire, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez chez les conservateurs? Bien, du côté conservateur, on a toujours préconisé le 2 %, même si on se souviendra en 2017, quand le ministre de la Défense a déposé la politique de défense, ça faisait partie de nos demandes. On demandait une augmentation des transferts au niveau militaire, de 2 % du PIB, également prendre de ce budget-là 20 % pour les projets en approvisionnement militaire. Donc, du côté conservateur, c'est clair qu'on l'a toujours demandé et c'est ce qu'on préconise. Mais en même temps, je rajouterais que c'est pas juste une question d'argent. On doit vraiment faire attention au Canada à comment on fait l'approvisionnement en matière de défense, parce qu'actuellement, je dirais qu'on fait très pitié là-dessus. On a de la difficulté à avoir des contrats, à être efficace dans notre approvisionnement. Ça aussi, il faut regarder ça. OK. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement dans l'approvisionnement? Comment on peut être plus efficace? Par exemple, les contrats, si on parle en construction navale, par exemple, les retards, les délais, les coûts supplémentaires. On a un contrat, on dit on va commencer, on prend un retard, ça va coûter 100 millions de plus. C'est tout le temps des dépassements de coûts, du retard surtout, les contrats des jets. Actuellement, on attend encore la décision. Est-ce qu'on va prendre le F-35 ou le Griffin? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'avance pas. C'est long, ça entraîne et ça coûte cher. Et ça, cet argent-là n'est pas un retour sur l'investissement pour les contribuables. Jean-Denis Garon, en matière de défense. Jean-Denis Garon, Bloc québécois, quelle est votre position à vous au Bloc sur l'augmentation des dépenses militaires? Bien, Mme Bégin, le Canada a pris des engagements envers l'OTAN. Le Canada a pris des engagements envers ses alliés. Ces engagements-là sont à l'effet qu'on doit dépenser 2 % de notre produit intérieur brut en dépenses militaires. Alors, bien sûr, nous, on pense qu'il faut qu'il y ait un plan clair pour en arriver aux 2 %. Maintenant, vous savez, les dépenses militaires, c'est un mal nécessaire. Et donc, il faut s'assurer qu'on ne dépense pas cet argent-là n'importe comment, notamment dans les approvisionnements, et qu'il y ait un plan. On a fait, ces dernières années, beaucoup d'erreurs. Le Canada s'est fait connaître pour des situations comme celle des hélicoptères Sea King, comme celle du sous-marin Chicoutimi, qui n'était même pas capable de prendre l'eau avant de partir de la Grande-Bretagne. On a souvent fait l'approvisionnement de matériel usagé. Et nous, là, ce qu'on pense, c'est que dans cet approvisionnement-là, il y a lieu de générer de la croissance économique, de mettre les cerveaux québécois, de mettre l'expertise québécoise de l'avant et d'aller générer de la croissance. Et ça pourrait être le cas, par exemple, avec la maintenance d'aéronefs, notamment dans ma circonscription à Mirabel. Et présentement, vous savez, on suit de très près le dossier des CF-35, mais c'est loin d'être évident là, que sur ce dossier-là, comme sur certains autres, là, que le Canada n'est pas en train de sous-traiter l'entretien de ces appareils militaires. Alors, il faut bien le faire de façon à générer de la croissance et à valoriser l'économie et du Canada, mais aussi celle du Québec. Alexandre Boulris, le NPD, on le sait, est toujours réfractaire à une augmentation des budgets en matière militaire, mais est-ce que l'invasion en Ukraine, ça vient changer la donne? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'une éventuelle augmentation des dépenses militaires au NPD? Mais avant de répondre aveuglement à toute demande de hausse substantielle des dépenses militaires, il faudrait au moins que les parlementaires puissent se pencher sur la question et avoir un débat éclairé et responsable sur cet enjeu-là qui est important. Moi, je pense que le Canada a une tradition puis une mission de maintien de la paix. Les casques bleus sont une invention canadienne. Alors, si on doit dépenser davantage, ayons aussi cette discussion sur qu'est-ce qu'on veut avoir comme orientation, comme direction. Et je pense qu'en ce moment, mettons aussi dans la balance l'aide humanitaire urgente qui doit être dépensée, une meilleure efficacité pour l'accueil des réfugiés ici au Canada. Ça traîne en longueur à Ottawa, c'est de la paperasse, c'est des tracasseries. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier en ce moment dans ce débat-là sur l'OTAN. Il y a des gens
qui fuient pour sauver leur vie sous les bombardements. C'est notre mission première et urgente d'accélérer les processus que les libéraux ont mis en place. Rachel Bandayan, donc on attend votre budget, les libéraux, dans les prochaines semaines. La ministre de la Défense, Anita Anand, a dit qu'elle prépare différentes options, notamment la cible de 2 de l'OTAN, ou même la dépasser, c'est ce qu'elle a dit. À quoi on peut s'attendre du prochain budget de votre gouvernement? Bien, merci pour la question, mais je pense que tout d'abord, j'aimerais juste préciser que nous devons tous être fiers comme Canadiens et Canadiennes du rôle vraiment de chef de file que nous avons joué dans les réponses internationales à l'invasion injustifiée de la Russie, que ce soit l'aide humanitaire, l'aide militaire, l'aide aux réfugiés, les sanctions économiques qui ont du mordant. Le Canada est au premier plan de ce mouvement-là et c'est important de le souligner. Je tiens aussi à dire que nous augmentons aussi nos contributions à l'OTAN le plus récemment avec l'arrivée de nouveaux matériels et de troupes en Lettonie pour renforcer le front est de l'OTAN. Mais je dois aussi vous dire que la situation géopolitique que nous vivons aujourd'hui est très, très différente qu'il y a à peine 2 mois. Nous faisons face à une confrontation en Europe telle que nous n'avons jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors oui, tous les pays à travers le monde sont en train de réévaluer leur stratégie défensive et militaire et le Canada fait de même. Ce sont les discussions que nous avons en ce moment comme gouvernement et entre les membres du cabinet. Absolument. Ouais. Bon, je veux vous entendre justement sur une question peut-être un peu plus philosophique. Alexandre Boulris en parlait il y a un instant. Le Canada, donc, a une longue tradition de maintien de la paix dans le monde, tradition qui est basée un peu sur l'héritage du premier ministre Lester B. Pearson. La ministre Joly disait aujourd'hui que le monde a changé depuis le 24 février, soit depuis le début de l'invasion en Ukraine. Est-ce que le moment, justement, est venu de revoir le rôle du Canada sur la scène internationale, revoir son rôle dans les conflits internationaux? Pierre Paulus, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une plateforme en matière d'affaires étrangères qui soit cohérente, qui soit claire, et pour savoir comment se positionner, parce que justement, on ne peut pas se retourner sur un dixaine tout le temps quand on parle d'équipement de défense. On le voit actuellement, on a une menace terrestre avec on a besoin d'armes anti-aériennes. Le Canada avait ça à l'époque, on s'est départi de ça parce qu'en Afghanistan, c'était pas une menace. Là, aujourd'hui, on n'a absolument rien contre les menaces aériennes. Est-ce qu'on peut en avoir besoin au Canada? Peut-être pas. Par contre, lorsqu'on veut se déployer en soutien à l'OTAN, on a besoin d'être armé, d'être équipé aussi pour les différentes menaces. Chez nous, il reste que la priorité numéro 1, c'est l'Arctique. L'Arctique est un secteur névralgique, autant économique que militaire, et c'est pour ça que les frégates, les brise-glaces, les avions de chasse équipés modernes de 5e génération, c'est la priorité numéro 1 pour le Canada. Et par la suite, on a également à voir si on veut se déployer à l'étranger. Lorsqu'on parle de déploiement, que ce soit un déploiement avec l'OTAN ou avec les Nations unies, qui en passant des missions qui ont totalement changé avec ce qu'on a connu. J'étais moi-même casque bleu à une époque, et c'est pas du tout la même chose aujourd'hui lorsqu'on parle de conflit au Mali, par exemple. Donc, c'est des choses à revoir et il faut se donner les moyens d'être capable d'intervenir partout dans le monde selon la volonté qu'on aura ici, à partir d'Ottawa. Alexandre Boulris, là-dessus, parce que, bon, Pierre Paulus parle de la menace potentielle de l'Arctique. Comment vous réagissez quand même à ça? Parce que le Canada doit se définir de cette façon, de son rôle en matière militaire sur la scène internationale. Comment vous réagissez au NPD à ça? Oui, c'est sûr qu'au NPD, comme progressiste, comme hommes et femmes de gauche, on a une tradition en faveur de la paix et non pas de l'escalade des conflits. Mais on est aussi des gens qui sont réalistes et raisonnables. Et on a une sorte de frontière commune avec la Russie. Et nous, on pense que oui, il faut avoir les équipements maritimes nécessaires. Et là, on peut revenir à l'approvisionnement, au fait que le chantier Davy à Québec n'est pas assez utilisé pour justement avoir le bon matériel pour être capable d'assurer la souveraineté dans l'Arctique. Mais on pense aussi que pour cette présence dans l'Arctique, malheureusement, à cause du dérèglement climatique et de la fonte des glaces, ça va s'ouvrir. Mais il faut travailler avec les communautés inuites et les forces armées pour être capable d'avoir un plan d'action commun qui va respecter les gens qui vivent aussi dans ces espaces-là, qui sont les communautés inuites. Jean-Denis Garon du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que la défense nationale, là, ça a plusieurs dimensions. Il faut être encore capable d'assumer le rôle qu'on a assumé historiquement dans le maintien de la paix. Maintenant, comme on le dit, il semble avoir une espèce d'unanimité là-dessus aujourd'hui.
les circonstances ont changé. On a une frontière commune avec la Russie. Et vous savez, il y a eu des exercices, là, il n'y a pas si longtemps, des exercices de défense de l'Arctique où on comptait le personnel militaire du Canada et de ses alliés par dizaines de milliers. Et on a bien fait rire de nous, là, parce qu'on avait envoyé 10 personnes. Alors, il faut bien comprendre là, qu'on est capable de faire les deux en même temps. Il faut être capable de s'équiper et qu'aussi être capable de se défendre, d'aller à la défense de nos alliés, parce que quand on fait partie d'une alliance comme l'OTAN, ça vient avec un certain nombre de responsabilités, mais il faut aussi avoir l'équipement qui est nécessaire. Alors, on est capable donc d'être bien équipé, de prévoir, d'être capable de regarder devant. Ça ne veut pas dire nécessairement être en faveur de la guerre et être un agresseur, mais ça veut bien dire être capable de faire face à la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Rachel Bandayan, le mot de la fin pour conclure là-dessus, réagir à ce que vient de dire M. Garon. Oui, je pense que le rôle du Canada dans cette crise a été à la fois constructif et efficace, et c'est le rôle que le Canada joue très bien sur la scène internationale. Je dirais aussi que nous nous sommes déjà engagés à augmenter nos dépenses militaires à travers notre politique protection, sécurité et engagement, et que la ministre Anand s'est déjà engagée à présenter sous peu un plan de modernisation de NORAD. Mais je tiens aussi à répondre à mon collègue conservateur qui nous parle d'une cible de 2%, alors que dans les 10 ans que les conservateurs étaient au pouvoir sous Harper, ils n'ont pas atteint cette cible-là et ils ont même réduit les dépenses en matière de sécurité et de notre militaire. On va suivre évidemment le budget de Mme Freeland d'ici quelques semaines et voir ce qu'elle réserve aux dépenses militaires. Rachel Bandayan, Pierre Paulus, Jean-Denis Garon et Alexandre Boulris. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.